Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs de la Nutri et salut à vous également à ceux qui me suivent peut-être toujours, mes frères et sœurs Spondy, qui me suivent par rapport à la thématique principale qui a été abordée sur cette chaîne jusqu'à présent, à savoir la spondylarthrite ankylosante. Cette chaîne part vers des thématiques plus globales mais toujours autour de la nutrition et de la santé qui sont véritablement des secteurs qui me passionnent de plus en plus. Je me forme actuellement activement en nutrition santé et j'ai développé des activités professionnelles autour de ces thématiques majeures et ces passions que sont pour moi le sport et l'alimentation également en lien avec la santé. Et à ce sujet, je souhaitais démarrer ces nouvelles thématiques par quelque chose qui m'interpelle, c'est le Nutri-Score, et vous verrez que, il y a quelques nuances à apporter par rapport à ce fameux Nutri-Score et qu'on ne peut pas toujours faire une confiance aveugle à quelque chose qui a été développé par les services de santé publique. On va débattre, on va en parler tout de suite et je rappelle que tout ce qui est dit dans mes vidéos n'est qu'un avis personnel. Vous devez toujours mâcher 20 fois les informations qu'on vous donne avant de les digérer. Tout à fait de circonstance d'ailleurs. Allez, on va en parler et c'est tout de suite. Le Nutri-Score est un système d'information nutritionnelle qui a été créé par Santé publique France, soutenu et repris par le service public fédéral de santé publique belge. Le logo est présent sur l'avant des emballages pour mieux vous informer sur la valeur nutritionnelle des aliments. L'utilisation du Nutri-Score est volontaire. Tous les produits ne l'ont pas forcément sur leur emballage et on verra pourquoi. On a quelques exemples. Le Nutri-Score se calcule à l'aide d'une méthode validée scientifiquement. Pour obtenir le score final du produit par 100 g ou 100 ml, le calcul tient compte de la quantité d'éléments à favoriser. La teneur en fruits et légumes, légumineuses, fibres, noix, protéines et évidemment d'éléments à limiter, la teneur en sucre, sel, graisses saturées et calories. Le score ainsi obtenu est traduit par l'échelle de 5 couleurs et de 5 lettres formant le Nutri-Score. Au plus l'aliment sera riche en éléments à favoriser, meilleurs seront la lettre et la couleur. Donc, sur le papier, en théorie, tout va bien. On a même quelques exemples concrets, rassurants, des choses que je connais. Donc ici, je vous mets l'illustration des fruits rouges et de la salade qui sont des aliments en ce moment que je consomme très souvent. Donc on voit évidemment que c'est un Nutri-Score A. Effectivement, difficile d'aller trouver des problèmes dans ce type d'aliments 100% naturel. Également, on peut se rendre compte que, par exemple, pour citer cette chimère très connue qu'est le Nutella, un Nutella n'affiche pas son Nutri-Score et à juste titre, il a le droit de ne pas le faire et s'il devait l'indiquer, on serait sur un Nutri-Score E. Tu peux te rendre compte rapidement que il n'y a pas grand chose comme aliment naturel dans le Nutella. La poudre de cacao, ok, il y a un peu de noisette, mais tout le reste, c'est du sucre et des huiles de bien mauvaise qualité. Donc juste ici, tout va bien. Mais apportons donc quelques nuances. J'ai des contre-exemples à te soumettre ici, des contre-exemples négatifs et des contre-exemples positifs. On en parle. Mon repas qui reste encore un peu. Bon, Samy, tu couperas ça. Je suis avec ma bitch, j'ai 44 magnum pour mes hops. Et je pull up une fois, deux fois, même si on sait que tu parles au cops. Couture italienne. En contre-exemple, on va parler du Nesquik, ce petit lapin bien sympathique sur l'emballage qui semble te vouloir le plus grand bien du monde, avec un grand renfort d'un marketing qui se veut très rassurant pour ta santé et celle de tes enfants. Nesquik est une marque de Nestlé qui propose différents produits, tels que les céréales et du cacao en poudre. Le Nutri-Score de ces produits va varier en fonction de leur composition nutritionnelle. Alors, on va commencer par les céréales. Ce sont des billes au bon goût cacaoté apparemment, qui ont un Nutri-Score A. Et là, j'étais complètement abasourdi, je ne comprenais pas. Soit, mais en tout cas, Nutri-Score A grâce à une recette optimisée. Donc, la recette a quand même été modifiée pour le Nutri-Score avec 53% de blé complet. Ok, bon. Ceux qui me suivent ici depuis longtemps savent ce que je pense de cette OGM. J'ai rien d'autre à dire. On est sur une céréale totalement hybridée. Également, il faut savoir qu'on n'est pas des bouffeurs de céréales, contrairement à ce que la pyramide alimentaire essaye de nous faire croire. Et alors, le Nutri-Score du Nesquik cacao en poudre est calculé tel que consommé avec du lait. Vous savez aussi, si vous me suivez depuis longtemps, ce que je pense du lait de vache, qui est très adapté pour le veau, mais pas spécialement pour l'homme, et encore moins pour l'homme jeune homme ou l'enfant, sauf si vraiment pas de choix, mais ça mérite une vidéo dédiée. Consommé avec 100 ml de lait, conformément au règlement d'usage Nutri-Score. Bon, le truc, c'est que personne ne boit des tasses de 100 ml, sauf peut-être si tu bois du café. Mais une tasse de lait,
mais tu vas te servir 2 à 3 fois cette quantité-là. N'hésite pas à vérifier, mais ta petite tasse de lait ne fait pas 100 ml de contenance. Elle fait au minimum 2 fois et demi cette contenance. Donc, c'est conforme au règlement d'usage Nutri-Score, mais c'est un peu de la publicité mensongère à ce niveau-là. Soit, revenons à la composition d'ingrédients précises des deux produits. Et il y a des petites choses à dire. Pour les céréales, on a vu farine de blé complet, 53%. Pour moi, on n'est clairement pas sur une céréale de qualité, on est sur un OGM, on est sur quelque chose qui va s'avérer problématique. On a toujours cette discussion interminable sur le gluten, mais selon mes informations et mes convictions, tout le monde, absolument tout le monde a une sensibilité plus ou moins accrue au gluten. D'ailleurs, si tu n'as pas encore testé, fais 3 semaines sans en manger. Regarde un peu ce qui se passe dans ton corps. Il va se passer des choses. Ton corps et ton esprit. Admettons blé complet. Bon, admettons que ce soit un ingrédient passable, acceptable. Ensuite, le deuxième ingrédient là, c'est un peu plus interpellant. On a du sucre. Alors, c'est du sucre blanc raffiné. On n'a pas d'autre précision. C'est pas du sirop d'érable. Ce n'est pas du sirop d'agave. Ce n'est pas du miel d'apiculteur. On n'est clairement pas sur une qualité de sucre, même pas du sucre roux, non raffiné. Non. Ensuite, en troisième ingrédient, nous avons encore une source de sucre, à savoir la semoule de maïs. Donc les céréales, que ce soit le blé ou le maïs, c'est du sucre. Sous sa forme complexe, certes, c'est quand même du sucre. Le sirop de glucose arrive en 4. Donc on a encore une source de sucre. Là, on se cache même pas, c'est du sirop. Ça n'a rien de complet. Je sais pas exactement ce que signifie sirop. Mais à mon avis, on est sur une préparation en coulis. Enfin voilà, ça doit être quelque chose de très intéressant pour les industriels. Mais bon, voilà. Et je te rappelle que ces céréales-là, la plupart des personnes qui les consomment vont les arroser de lait de veau. Bon, hormis le fait que pour moi, c'est quelque chose qui est toujours plus adapté au veau qu'à l'homme, dans le lait de veau, tu retrouves du lactose. Le lactose, eh bien, c'est du sucre. Donc en gros, tu as 4 sources de sucre différentes que tu viens agrémenter de sucre sous sa forme liquide, qu'est le lait de veau. Voilà. Voilà en gros ce que beaucoup de gens mangent assez régulièrement le matin. Cacao maigre en poudre, enfin 5%, un peu, mais voilà. Carbonate de calcium, bon, on se dit chouette, il y a quand même du calcium. Tu vas voir pourquoi c'est du carbonate. Il contient aussi de l'huile de tournesol et de palme. Je n'en parlerai pas ici parce qu'on est dans des quantités infimes, mais clairement on n'est pas sur des aliments ouf. Hein. C'est pas de l'huile d'olive, ce n'est pas de l'huile de colza. Clairement pas les meilleures huiles que tu peux trouver sur le marché. Et on a du fer, de la vitamine B3, B5, vitamine du groupe B. Un peu de fer, c'est tout à fait normal étant donné que tu manges du blé complet. Bien, revenons à ce carbonate de calcium. Bon, c'est une forme de calcium qui peut être assimilée par l'organisme, certes. Maintenant, il existe d'autres formes de calcium qui peuvent être plus facilement absorbées, comme le citrate ou le biglycinate de calcium. D'ailleurs, à ce sujet, si tu cherches une complémentation de qualité, n'hésite pas à prendre contact avec moi et je ne manquerai pas de te faire l'apologie des compléments nutrilogiques. Vraiment, c'est pas pour rien que je bosse avec eux, on est sur quelque chose de qualitatif. Alors, le carbonate de calcium va être aussi connu sous l'appellation E170, E170 pour nos amis d'Outre-Quiévrin. Donc ce E170 est un colorant, mais c'est aussi un stabilisant, un émulsifiant, un régulateur d'acidité et un anti-agglomérant. Et là, ici, j'attire ton attention sur le fait que c'est un émulsifiant. C'est-à-dire qu'il va donner beaucoup plus d'onctuosité à un aliment. Dingue, hein? Et donc, le carbonate de calcium, oui, n'a pas été ajouté là par hasard, ni spécialement pour ta santé. C'est parce qu'il apporte une plus-value énorme sur le produit. En plus d'être anti-agglomérant, ça permet de limiter l'agglutination des particules dans une denrée, super pratique. Comme ça, tu le verses dans ton bol, c'est magnifique, il n'y a rien qui colle, c'est même assez incroyable avec tout le sucre qu'il y a là-dedans. Voilà, ça a été bien pensé, ça, il n'y a pas à dire. Hein. Mais bon, moi ce qui me dérange, c'est ce côté émulsifiant parce que beaucoup de gens, je l'ai remarqué autour de moi, ont de plus en plus de mal à apprécier les vraies saveurs, tellement leur palais est piraté et hacké complètement par ces fausses saveurs et tous ces émulsifiants qui sont ajoutés dans l'alimentation moderne. On est clairement sur un aliment de classe Nova 4. Donc vous êtes sur un aliment qui doit au grand maximum composer 1 à 2% de votre panier de courses, votre panier d'achat. Et malheureusement, beaucoup de gens le consomment tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et c'est là que ça me révolte. Maintenant, on passe du cacao en poudre. Bon, le Nesquik, je te mets la photo ici, hein, ce sera un peu plus évocateur. Donc on a clairement une grosse part de sucre blanc raffiné. On a du cacao maigre en poudre quand même, heureusement, à 23%, donc plus ou moins un quart du produit. Bon, ça se passe quand même de commentaires tellement il y a du sucre. La seule chose qui le sauve, c'est cette dose qui va être mise dans 100 ml.
Bon, mais encore une fois, je sais pas si voilà, la photo est assez révélatrice. Encore une fois, si tu veux mettre du cacao dans ta boisson, peu importe la source, et prends du cacao pur et commence à désaccoutumer ton palais de ces fausses saveurs et de ce sucre à outrance, parce que là, je sais pas trop ce que tu vas choper en consommant ces produits-là quotidiennement. Mis à part te choper un diabète, je vois pas quoi. Et contre-exemple. Donc ici en contre-exemple, je vais te parler du hareng et de l'huile de colza, qui ont un Nutri-Score très défavorable, alors que, voilà, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que ce sont des aliments extrêmement sains, qui peuvent être consommés quotidiennement. Et selon moi, là, il y a une incompréhension, enfin en tout cas, il y a un manque d'information, ou alors, je ne sais pas, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est involontaire, mais il y a alors un mélange, on mélange les gras trans et les gras saturés. Si je reprends la classification, donc la manière dont le Nutri-Score est élaboré, c'est aussi selon les éléments à limiter, à savoir la teneur en sucre, sel, graisse saturée et calories. Or, ici, pour ce type de graisse saturée, on est sur du gras oméga 3. On est sur des trucs super bons. Et malheureusement, je pense qu'ici, on vient faire l'amalgame, pour reprendre un mot célèbre, avec le gras trans. Le gras trans, en fait, va être un acide gras insaturé qui a subi une transformation chimique, donc à savoir l'hydrogénation. Et donc là, oui, on arrive sur quelque chose de bien moins bonne qualité pour parler français. Par contre, voilà, il ne faut pas diaboliser les gras saturés qui sont contenus dans le hareng ou l'huile de colza. Là, voilà, c'est bref, mais pour moi c'est clair. On a un Nutri-Score qui induit carrément les gens en erreur. Les gens qui ne sont pas sensibilisés à la chose peuvent se dire, ok, mieux vaut que j'achète des Kellogg's, des céréales Nesquik, pardon, à mon enfant, plutôt que de lui donner du hareng et d'aller mettre une cuillère d'huile de colza dans ses crudités ou ses légumes au repas de midi ou du soir ou que sais-je. Donc c'est vraiment triste, c'est assez dommage, mais voilà, ce sont des choses qui sont là, qui existent, et il faut rester prudent dans ses choix alimentaires. En conclusion, moins vos aliments sont transformés, plus le Nutri-Score mérite d'être proche du A, et plus les aliments sont transformés, même avec un Nutri-Score positif, plus on se rend compte en grattant un petit peu qu'ils sont absolument pas intéressants pour ton corps, ton esprit, pour ta santé en général. Soyez curieux, soyez acteur de votre santé et on clôturera la vidéo là-dessus. Si jamais tu es en recherche de conseils, de programmation, si tu veux te reprendre en main d'un point de vue sportif, d'un point de vue nutritif, eh bien n'hésite pas à me contacter, ce sont des choses qu'on peut gérer à distance. Ou alors, si on a la chance d'être de la même région, n'hésite pas à me contacter pour une séance d'essai en réel. Néanmoins, je rappelle, tout peut être fait à distance également. C'est tout à fait dans mes compétences. Eh bien, allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!